trimestre, elle est où? Là. Ok. Éléonore et Solène? Ça passe. Ouais, ici. Ok, ils sont tous là, c'est parfait. Ça passe. Bien. Effectivement, on a une journée très très chargée. Je ne sais pas, mon cher président, quel homme vous a donné cette idée saugrenue de faire ce sommet à Lyon, parce qu'on était peinard à Lille-sur-Sorgue, où on a fait deux sommets absolument fantastiques. Mais là, il y a plein de monde. Alors, première nouvelle, le livre qui sort aujourd'hui sur l'upcycling, la révolution de l'économie circulaire, est en cours de route. Il va arriver en fin de matinée, vous l'aurez. Alors c'est très intéressant, il y a eu le petit livre rouge de Mao Tse-tung, et là vous allez avoir le petit livre vert de l'upcycling, et beaucoup de gens qui sont autour des tables rondes sont cités dans le livre, parce que ce livre vraiment est absolument superbe. Merci à tous les amis. Merci mon petit Franck, mon petit technicien favori. Bon. L'univers du textile. C'est tout, j'avais plein de choses à dire. Non, c'est tout, mon cher Jacques. Teddy Follenfant, Radio RCF, oui, puis avant, j'ai été pendant 16 ans sur BFM à Paris, et j'ai commencé mes émissions en 1993, ce qui veut dire qu'on m'a mis une chaise pour les vieux, parce qu'effectivement, vu mon certain âge, j'ai commencé sur tous ces sujets en 1993. Univers du textile. Alors, Lucie, Éléonore, Solène, et puis là j'ai des petites surprises, hein, notamment concernant le slip français. Pierrick Chalvin, vous représentez le textile de la région, tous les acteurs de la filière, vous étiez venus au premier sommet à l'Île-sur-la-Sorgue. Alors moi, Pierrick, d'ailleurs, j'ai jamais compris, tu es le père, le frère, le cousin de Jacques Chalvin? Il doit y avoir un lien de parenté, je ne sais pas encore lequel. Tu es le grand boss de la région concernant le textile. En quoi l'upcycling sensibilise-t-il ou tel votre profession? Quelles mesures mettez-vous en place dans la région en termes de récupération, collecte, etc. Et puis je crois que tu as une petite nouvelle à nous annoncer, peut-être, sur le textile, les pulls, le plastique. J'en passe et des meilleurs, c'est bien ça? Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questions dans ce propos. On en parlait juste avant de rentrer dans cette salle. En fait, l'upcycling, c'est pas très nouveau. Ça existe depuis la nuit des temps. Une historienne m'a contacté il y a quelques mois en m'envoyant des copies d'une revue de mode du début du XXe siècle où on expliquait comment récupérer les vestes des pères pour en faire des bermudas pour les enfants. Donc c'est de façon un peu simpliste, mais je pense que l'upcycling, c'est le bon sens avant tout. Finalement, c'est la récupération et la valorisation de textiles, d'objets, pour leur redonner une nouvelle vie. Pour répondre aux questions, oui, l'upcycling et d'une façon plus générale, le recyclage est au cœur des préoccupations de la filière textile régionale et française depuis pas mal de temps. Alors, soyons francs, il y a eu pas mal d'effets d'annonce il y a quelques années en arrière, sans qu'il y ait beaucoup d'actions concrètes mises en place. Aujourd'hui, c'est très différent, puisque non seulement il y a des projets, mais il y a des actions qui commencent à voir le jour, et notamment des actions industrielles. J'en citerai une en particulier, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est l'action Renaissance Textile. C'est quoi Renaissance Textile? C'est à l'origine un projet entre trois grandes entreprises du textile, Mulliez Fleury, TDV et les Tissages de Charlieu, qui se sont associés pour créer une usine en Mayenne qui est désormais opérationnelle, puisque d'ailleurs il y avait un certain nombre de personnes dans cette salle qui étaient à l'inauguration il y a 3 semaines,
et qui lance sa première ligne de production de recyclage mécanique, à la fois de vêtements et de pays post-consumer en fin de vie, avec un objectif de 3000 tonnes dans un premier temps et à court terme de 9000 tonnes. Donc là, on y est, ça y est. Il a fallu du temps quand même. Hein. Il a fallu du temps, oui et non. Je pense que comme le disait une précédente intervention, je pense que nécessité fait loi. Et que si hier on pouvait s'en passer, aujourd'hui on ne peut plus s'en passer. Ça devient évidemment nécessaire et indispensable. Moi j'aimerais, Pierrick, mais je me posais la question à tous les invités, ce que j'aime pas, c'est très souvent les journalistes, la célèbre phrase faire du neuf avec du vieux. Ça, je n'aime pas du tout cette phrase, ça ne veut rien dire. Faire du neuf avec du vieux, on y reviendra notamment avec le groupe Accor. Mais cette phrase, je la trouve incompréhensible. Comme l'upcycling, je vais dire ça, mon cher Jacques, je préfère l'économie circulaire, je préfère les mots bien français, mais l'upcycling, c'est phénomène à la mode, bon, on va s'y tenir. Justement, où en êtes-vous au niveau d'exemples concrets de collecte de recyclage? Et tu m'as parlé au téléphone concernant des pulls liés au plastique. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres parce que c'est très techno, mais il y en a 2-3 à avoir en tête. Aujourd'hui, on consomme 800 000 tonnes de textiles en France chaque année, dont 96% sont importés. C'est énorme ça, 96% importés. 1 kilo de textile génère 54 kilos de CO2. 1 kilo de textile fabriqué en France avec des matières recyclées génère 5 kilos de CO2, soit 10 fois moins. Donc on voit tout l'intérêt pour la planète qu'on a d'une part à recycler les matières, d'autre part à produire localement et en circuit court. Ça, c'est vraiment important. Et un dernier chiffre, puis après j'arrête. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 2 milliards de tonnes de textiles en fin de vie chaque année en France. 2 milliards de tonnes. On entend par textile à la fois les vêtements que l'on porte tous, mais également les équipements de protection individuelle et les chutes de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un gisement énorme, considérable dans notre pays. Et que le mouvement qui est enclenché aujourd'hui est un mouvement évidemment très vertueux, parce qu'on va dans la bonne direction, j'espère qu'elle va prendre de plus en plus d'ampleur, qui vise à produire localement ce que l'on va consommer demain. Et ça, c'est indispensable. Et puis pour répondre à la dernière question sur les pulls, alors oui, il y a différents processus de recyclage, de récupération des différentes fibres, des différentes matières qui composent les vêtements ou les équipements de protection individuelle. Certains concernent les matières naturelles, d'autres les matières avec du polyester, de la cellulose, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, ça serait trop long, mais il y a effectivement des procédés industriels mécaniques, thermomécaniques, chimiques, thermochimiques, qui, en fonction des matières et des vêtements, sont aujourd'hui mis en œuvre sur le territoire français. Mais est-ce que les filières sont présentes? L'intervention brillante d'Éléonore Blondeau tout à l'heure, c'est de faire le lien entre les grands groupes industriels et les start-up qui ont bien du mal à exister. Moi, j'ai commencé à BFM il y a 10 ans, on m'amenait déjà des pulls en plastique recyclé. Et ces start-up n'ont pas pu décoller parce qu'il y a un problème d'innovation, de financement. Est-ce que vous pouvez soutenir effectivement ces filières? Oui ou non? C'est ça la grande question. Parce que comment passer du stade start-up avec des projets fantastiques au stade de l'industrialisation? Et je crois que les deux jeunes femmes, elles vont pouvoir nous répondre.
Mais Pierre, quelle est ta position là-dessus? Ma position, elle est assez simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, tous les acteurs doivent travailler ensemble. On est en train de finaliser une étude qui va être rendue publique au mois de décembre prochain, dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir sur le recyclage, la recyclabilité dans le textile. En fait, on n'avait pas de photos pour, à un moment donné, consolider la situation en France. C'est ce qu'on est en train de réaliser avec un cabinet, ça sera rendu public dans quelques semaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement qu'il y a une organisation maintenant entre les acteurs, les grandes entreprises, notamment dans la filière textile, mais pas seulement, les PME et les start-up, autour de projets collectifs, pour pouvoir mettre sur pied des projets de recyclage très concrets. Donc ce qui était peut-être plus difficile hier est en train de se concrétiser, de se matérialiser maintenant. Là encore, parce que je pense qu'il y a eu, un décloisonnement entre les grands groupes, les PME et les start-up, dans l'intérêt bien commun, bien connu de tous les acteurs en commun. Dernière question, vous travaillez main dans la main. Moi, ce que j'aime dans l'upcycling, c'est la création d'emplois. Parce qu'effectivement, c'est une mine d'or. Vous travaillez avec des filières comme Emmaüs, j'en passe et des meilleurs, ou c'est dans le futur? Non, mais tout est lié. Tous ces acteurs qui, encore une fois, travaillaient chacun de leur côté jusqu'à maintenant, se parlent et ils voient qu'ils ont intérêt à travailler ensemble, parce qu'il y a aussi l'arrivée de nouveaux acteurs. Dans le recyclage, il n'y avait pas d'acteurs qui venaient du textile. Aujourd'hui, comme je reprends l'exemple de Renaissance Textile, il y a des nouveaux arrivants dans le recyclage qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ce secteur. Donc oui, que ce soit Emmaüs, Le Relais et plein d'autres, travaillent de plus en plus maintenant avec des ESS, avec des entreprises du textile, avec des entreprises de l'amont et de la filière, et de l'aval de la filière. Donc tout le monde se parle aujourd'hui, et aussi bien parce qu'on limite souvent le textile uniquement à l'univers de la mode, mais il y a également un gisement très important sur les marchés techniques, que ce soit le textile pour l'aéronautique, le textile pour la santé, pour les équipements de protection individuelle, pour les sports et loisirs. Et secteur automobile, bien sûr. Aujourd'hui, il faut, en fin de vie, les véhicules qui contiennent une part non négligeable de textile, il faut bien recycler, que ce soit les airbags, que ce soit les ceintures de sécurité, que ce soit plein de composants textiles qui composent les véhicules. Allez, Lucie et Léonore, je ne vous connais pas. J'ai regardé un peu ce que vous faites. Essayez de nous clarifier un peu la situation entre l'unique façon Uptrade. J'ai l'impression que vous êtes un peu sur le même créneau. Donc Lucie, vous êtes bureau d'études? Tout à fait. Alors, explique-nous en quelques minutes ce qu'est ce bureau d'études. Bonjour, déjà je suis ravie d'être ici parmi vous. Je remarque que tout le monde est très bien habillé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, assez de vêtements ont déjà été fabriqués pour habiller tous les humains de la planète sur plusieurs générations, au moins 2. Et on continue à produire des milliers de vêtements à l'heure dans le monde entier. Donc on touche un point un peu d'aberration. On parle aujourd'hui de déserts, de continents de déchets, notamment textiles. Et il est temps de proposer un petit peu des solutions pour tout ça, notamment le cadre juridique pousse aujourd'hui les marques à faire un petit effort et à conscientiser leur impact. Donc parmi ces déchets qu'on retrouve, il y a un nombre conséquent d'articles qui sont neufs et qui n'auront jamais l'occasion d'être portés. Ce sont les articles invendus et ce sont les articles défectueux, fabriqués avec un petit défaut qui finissent enfouis ou en décharge la plupart du temps. Donc nous, notre mission en tant que bureau d'études chez l'Unique Façon, c'est d'accompagner les enseignes de mode à développer leurs futures collections dans leurs anciennes, assez simplement finalement, localement et sur les lieux de distribution qui sont les lieux de constat des défectueux et des invendus finalement. Donc un bureau d'études, c'est quoi? C'est une boîte à outils qui développe un langage industriel qui est celui de l'upcycling, qui développe un catalogue de revalorisation pour pouvoir proposer aux marques quelque chose de facilement compréhensible et dans lequel ils vont réussir à se projeter.
Donc ces idées-là, elles sont séduisantes et stimulantes. Aujourd'hui, forcément, on parle d'économie circulaire, on parle de mettre du sens. Ça semble tout à fait logique à tout un chacun. Sauf qu'il y a une vraie nécessité d'investir là-dedans, d'investir sur l'économie circulaire pour les marques. Aujourd'hui, par exemple, nous, on remarque, ça fait 1 an et demi qu'on exerce, et on remarque depuis que les enseignes, elles sont tout à fait prêtes à passer le cap du marketing, mais pas encore à changer un peu leur système, à interroger leur pipe de production. J'aurais aimé vous donner des super chiffres hyper conséquents sur la revalorisation aujourd'hui, mais j'ai des chiffres un peu surprenants plutôt à vous amener. Par exemple, l'idée, c'est pas de citer de marque précise, parce que je pense que personne n'est complètement exemplaire dans le prêt-à-porter, et personne n'est non plus complètement à pointer du doigt. Je ne parle pas de la fast fashion, je parle vraiment du prêt-à-porter. Du coup, par exemple, on a la marque X qui a fait une collab avec le créateur Y, et de cette collaboration sont nées 10 pièces upcyclées. On parle d'un très 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 gros groupe. Donc il y a eu 10 pièces upcyclées, une grosse opération de collecte de vêtements usagés, et à l'issue de ça, on ne sait pas ce que sont devenus ces vêtements, mais il y a eu un super effet de com pour cette marque. Le problème de ce genre d'opération, c'est que c'est un impact quasi nul en termes d'écologie, et surtout c'est un impact négatif en termes de messages envoyés aux consommateurs. J'ai un deuxième exemple, donc là c'est la marque X, qui est un autre X, avec un créateur Y, encore une fois. Donc là, on est sur 200-300 pièces upcyclées, redistribuées en magasin, un joli effort. C'est des invendus qui datent d'il y a plus de 5 ans. Donc on imagine que c'est un petit peu dérisoire par rapport à la quantité d'invendus qu'il doit y avoir aujourd'hui sur cette marque-là. Et du coup, là, c'est le créateur Y, qui est une start-up, qui est vraiment une toute petite entreprise, qui doit avancer la production upcyclée et qui aura peut-être un retour sur investissement s'il y a des ventes. Donc là, typiquement, la marque X bénéficie d'un vrai coup de pub, et en même temps, elle ne se mouille pas beaucoup, j'ai envie de dire. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui sont un petit peu édifiants par rapport à ce qu'on sait des quantités aujourd'hui du prêt-à-porter. Donc moi, ce que je peux dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de représentants de marques de mode ici, de groupes, d'enseignes. Je vous encourage vivement à investir sur votre avenir, sur la recherche et le développement, sur la revalorisation des fabricants, l'économie circulaire, le local. Des outils existent. Nous, on est une boîte à outils, mais tous les acteurs de la mode responsable sont en train de mutualiser leurs services dans une dynamique de non-concurrence et d'entraide. Voilà, ça va du sourcing avec ma voisine de chez Uptrade, par exemple. On a des entreprises comme Tekin qui développent l'automatisation de la coupe de vêtements déjà fabriqués. Il y a beaucoup d'initiatives qui se regroupent, notamment sur des associations comme le Fashion Green Hub, qui est en train de développer un nouveau tiers-lieu à Paris pour aider les enseignes et pour faire de l'accompagnement dans la circularité. Donc voilà, ce que je souhaite dire, c'est que ce ne sera pas forcément ultra rentable ou très très scalable immédiatement. Mais investir aujourd'hui sur l'économie circulaire, je pense que pour les enseignes, c'est se donner la chance d'être encore là demain, tout simplement. Alors, leur plateforme B2B, pareil, l'unique façon, vous êtes basé où? Alors, on est en Ile-de-France, à Aubervilliers actuellement, et on va emménager dans le tiers-lieu du plateau fertile qui se situe à l'hôtel Berlier, pas très loin de Ivry, dans le sud de Paris. D'accord. Allez, la plateforme B2B, expliquez-nous comment ça marche. Bonjour à tous, donc je suis Éléonore, la cofondatrice d'Uptrade. Donc, pour compléter ce que vous disiez, Teddy, avec Lucie, on est complémentaires plus que concurrentes. Uptrade, c'est une plateforme digitale dédiée aux professionnels pour la revalorisation de leur stock dormant. Donc notre mission, c'est de lutter contre le gaspillage textile. Aujourd'hui, on considère que chaque année dans le monde, c'est 12% de la matière première qui est produite, qui est inutilisée, ce qui représente une valeur monétaire de 120 milliards d'euros chaque année. C'est absolument énorme. Donc pour essayer d'améliorer un peu tout ça, on a décidé de créer une plateforme où on va mettre en relation ceux qui ont des stocks inutilisés avec ceux qui en ont besoin. Notre définition d'un stock dormant, c'est de la matière première, donc textile, qui est utilisée pour tout un tas de raisons. Soit c'est de la surproduction, soit ça peut être des déclassés,
de production parce que la colorimétrie ne correspond pas en fait au cahier des charges initialement prévu. C'est parfois des tissus avec des tout petits défauts, mais qui sont vraiment, anecdotiques sur la quantité restante. Et surtout, c'est des volumes immenses. Quand on pense upcycling, quand on pense stock dormant, on a tendance à penser que c'est en fait des fins de rouleau 2, 3, 4, 5 mètres qui traînent par-ci par-là. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on a des références pour lesquelles on a des milliers, voire des dizaines de milliers de mètres disponibles. Donc on a un réel enjeu de montrer aussi que l'upcycling est scalable, parce que oui, ça l'est. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à trouver des acteurs qui soient d'accord de s'embarquer avec nous sur cette thématique et qui soient d'accord de bousculer un peu leur façon de faire et d'intégrer dans leur chaîne de production ces matières qui ne sont pas des matières que eux-mêmes vont produire. Donc ça demande aussi un peu de flexibilité de leur part, parce que c'est aussi une façon de revoir un peu le processus de création. Quand hier on avait des directeurs ou des directrices artistiques, des designers qui allaient inventer des pièces et qui ensuite allaient faire produire le tissu qui correspond parfaitement au toucher, au tombé qu'ils ont imaginé. Nous, ce qu'on leur demande demain, c'est d'inverser ce processus et de partir de la matière disponible pour justement être inspiré et créer des nouvelles collections. Donc il y a un certain nombre de contraintes qui accompagnent en fait cette notion d'upcycling qu'on doit lever vraiment pour montrer que c'est une pratique qu'on peut mettre en place relativement facilement et surtout qu'on peut faire passer à l'échelle. Et pour ça, on est ravis aujourd'hui de travailler avec le Slip français qui nous fait confiance depuis plus de 2 ans maintenant et avec qui on a développé des collections capsules en upcycling. Oui, exactement. Enchantée, ravie d'être là. Je suis Solène, je suis chargée de projet Bon Sens. Chez nous, c'est comme ça qu'on appelle la RSE, qui en fait est qu'une histoire de bon sens, comme vous disiez tout à l'heure. Et effectivement, ça fait 2 ans qu'on bosse avec Uptrade, qui est venu nous proposer son catalogue. Et effectivement, nous, on fait 2 collections par an, et on a surtout un gros socle de permanents qui sont renouvelés d'une année sur l'autre. Mais sur les collections, effectivement, ça nous a poussé à réinventer aussi un peu nos métiers. Et à se dire, il y a des stocks existants, on a un catalogue qui est fait, qui est tout fait par Uptrade. Ok, on cherchait quelque chose de très très spécifique. Comment on va venir prendre en fait l'existant et le revaloriser et pas faire du neuf avec du vieux, mais revaloriser l'existant. Au Slip français, on aime vraiment l'idée du et ça à tous les niveaux. Et donc l'idée, ça a été de se dire, ok, on cherchait plutôt cette compo-là ou ce carreau-là, mais on a un carreau un peu différent. Comment on va accepter en fait cette contrainte-là pour être aussi beaucoup plus logique finalement et revaloriser cet existant plutôt que de créer encore une nouvelle matière où effectivement il y aura des minimums de quantité, effectivement on prendra un peu plus que la prod au cas où et du coup il restera des stocks à la fin. On va plutôt se concentrer sur ces stocks pour créer une collection capsule pour une collection et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on fait à chaque collection sur au moins 5 à 10 références, on essaie de se concentrer sur l'existant. Et donc on continue à travailler avec Uptrade sur les collections et à regarder ce qui existe, quel est l'existant pour essayer de repartir de cet existant-là. Et je pense qu'ils nous ont pas mal challengé aussi parce qu'on s'est rendu compte que, avec beaucoup de bon sens, nous aussi on a des stocks parce qu'on produit aussi à façon. Et à mieux en fait prendre conscience de ces stocks et de cet existant pour savoir où il est, comment on va le stocker, comment on va le matérialiser, en faire un catalogue et nous aussi inventer le métier de la styliste qui va soit chez Uptrade, soit dans nos propres stocks, regarder l'existant pour pouvoir créer 5, 10 références avec les quantités qu'il y a et pas plus, pas moins, parce qu'effectivement la seule contrainte que je dirais de l'upcycling, en tout cas sur des tissus dormants, des stocks dormants, c'est qu'effectivement parfois on a des quantités très grandes et parfois on a des quantités plus petites. Donc c'est là-dessus il faut se réinventer et nous on aime bien cette idée du et on parlait aussi de stock de produits invendus parce que ça c'est aussi la réalité de toutes les marques. Aujourd'hui on n'a pas encore trouvé comment produire exactement ce que les clients vont acheter. Donc on a aussi des stocks chez le Slip français comme toute marque et on commence aussi à se demander comment c'est possible de mettre ça à l'échelle, de retravailler ces stocks pour en faire des pièces qui vont trouver preneur aujourd'hui, qui vont avoir de la demande. Et nous, on est en train de travailler avec une école qui s'appelle Mode Arts, qui nous ont créé à partir de stocks dormants des produits, des références, et d'ailleurs qui vont être exposés à l'usine du futur, qui est un événement qu'on fait sur le salon du Made in France du 10 au 13 novembre,
vous pourrez voter pour ces pièces et qui seront industrialisées. Et ça serait la première fois qu'en tout cas chez nous, on intègre de l'upcycling, mais à partir de produits finis. En tout cas, quelque chose qui est, en tout cas avec les tissus, c'est quelque chose qu'on fait déjà maintenant depuis 2 ans et c'est Uptrade qui nous a mis sur la voie. Ah, ils ont du punch au slip français, elle m'a coupé la chic. Ah, pardon. Non, mais ce qui est formidable, il faudrait faire un summit uniquement avec le slip français. Moi, j'avais plein de questions à te poser, Solène, parce que je le connais par cœur. C'est vrai? Ouais, mais moi, j'ai plein de choses à dire, si. Créé en 2011, je connais bien le créateur, c'est un être un peu fou, j'adore. Il avait le cinéma La Pagode à Paris, pour ceux qui connaissent. Il était dans le cinéma, et un copain vient le voir, lui dit « Arrête la Pagode, tu vas fabriquer des slips. » 2011, le slip français, bleu, blanc, rouge. Je ne vais pas avoir l'inélégance de faire un test dans la salle. Qui porte un slip français, à part Jacques Chalvin, je ne sais pas où il est, mais qui porte un slip français. Ouais, mais... Et en plus, quand tu passes Solène de slip à capsule, ça, le coup est fantastique. Le slip qui sent bon. Ce qui veut dire que il n'existe plus. Hein. Arrête de te barrer. Il a existé, mais il n'existe plus. Dans les slips, il y a des capsules, vous le mettez, ça sent la fraise, l'orange, etc. Ça a fait un carton. Hein. Ça a très bien fonctionné. Hein? Ça a très bien fonctionné, mais ça n'existe plus. Ah, ça n'existe plus? Non. Bon, par contre, le slip est toujours bleu, blanc, rouge. Toujours bleu, blanc, rouge. On a changé un peu le logo récemment pour montrer aussi on peut être une marque made in France sans forcément avoir une cocarde bleu, blanc, rouge. On continue à tout faire en France à partir du moment où le fil est sur le territoire. Tissage, tricotage, teinture, confection, packaging. Mais on a changé le logo complètement en janvier dernier, qui est devenu un peu plus sobre, moderne. Chacun le prendra comme il voudra, mais moi je le préfère. Et vous savez que sacrée campagne de pub, c'est François Hollande qui vous a lancé. Hein? J'étais pas encore au slip, je sais pas. Parce que votre coup de pub a été assez fantastique, effectivement, sur le changement avec François Hollande. On ne lui a pas demandé s'il portait le slip français. Donc vous êtes made in France, absolument. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que vous ne vendez pratiquement pas avec des boutiques. Je crois que vous en avez 16 à peu près. Et vous vendez tout par Internet, pratiquement. C'est ça, tous les réseaux sociaux achètent le slip français. On vend beaucoup sur Internet, ouais. On vend à peu près 60% sur Internet, mais on a quand même un parc de boutiques, on a une vingtaine de boutiques, on en a 7 à Paris et le reste dans le reste de la France. On a une boutique à Lyon aussi, si vous voulez faire un tour avant Noël et les fêtes. Ah. C'est le petit instant promo. Non, mais du coup, effectivement, on vend via 3 canaux de distribution, on vend effectivement beaucoup en ligne. Après, il y a notre parc retail et on vend aussi chez des revendeurs, partout en France, dans 150 points de vente. Pour finir, j'ai vu que... Oui, j'ai retrouvé la phrase de la campagne de François Hollande. Le changement de slip, c'est maintenant. Moi, j'ai trouvé ça superbe. Comme campagne. Bon. Vous travaillez avec des grands créateurs. J'ai vu Princesse Tam Tam, la marque Agnès B, les maillots de bain. Vous collaborez avec Saint James. Vous avez près de vous de grands créateurs. Vous avez aussi un partenariat avec la fabrique Nomade. Alors là, bon, je ne vais pas vous titiller, Solène, vous n'êtes pas là pour ça. Vous avez été critiqué un peu par certains journalistes qui ont dit l'association avec Nomade, bon, ça a un coup de pub parce que c'est une association visant à favoriser l'insertion des couturiers, réfugiés et migrants. Bon, je ne vais pas trop vous embêter là-dessus. Mais... J'ai pas compris la question. On est très fiers de ce partenariat et on continue à travailler avec eux. Et d'ailleurs, ils seront sur l'usine du futur également du 10 au 13 novembre parce qu'on reconstitue une usine sur 1500 mètres carrés où on a invité 25 partenaires de l'écosystème parce que nous, effectivement, on aime aussi la jouer collectif et je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable pour créer des synergies et aller dans le bon sens. Et donc, sur cette usine du futur, il y aura 25 acteurs. Il y aura effectivement Renaissance Textile sous objectif recyclage avec Synergie TLC, les tissages de Charlieu et TDV qui viennent et on aura vraiment des acteurs de la formation et de confection comme est la Fabrique Nomade qui est un atelier de confection maintenant. Et on a pas mal d'acteurs de la formation parce que, comme vous le savez sûrement, on a un énorme enjeu de formation dans la filière. Si on veut réindustrialiser la France, si on veut continuer à produire dans les ateliers et pouvoir répondre à la demande, il faut de la formation. Et donc, lors de cette usine du futur, on aura vraiment de tous les acteurs,
de la formation, de la confection, fabricants matières premières, des fournisseurs d'accessoires et fournitures, des acteurs de l'entretien et de la fin de vie. Et voilà, l'idée c'est qu'on va continuer à prendre la parole comme aujourd'hui, comme sur des sujets sur l'upcycling, où aujourd'hui on se pose des questions sur comment revaloriser l'existant à tous les niveaux de la chaîne de valeur et pour continuer à faire des produits qui vont dans le bon sens. Alors, on me stresse. Il y a trop d'intervenants. Je vois le père Chalvin qui me fait des signes. Donc, dernier mot. Le cousin, le frère. Vous pouvez quand même, ici on est un salon, le Summit aussi, un peu de mariage, etc. Vous connaissiez ces 3 jeunes femmes. Vous avez des cartes de visite, mon cher Pierrick. Elles ont besoin de vous. Alors, j'ai une carte de visite dématérialisée pour éviter l'impression et la consommation de papier. Oui, le slip français, évidemment, qu'on les connaît. Je connais bien Guillaume Gibault, évidemment, et c'est une fantastique entreprise, une fantastique initiative. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur les formations, c'est juste capital. On a dans la filière textile, habillement, un problème, c'est qu'on n'arrive plus à recruter, on n'arrive plus à former des jeunes. Malgré le fait qu'on ait dans notre région l'appareil de production du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Il y a d'ailleurs des représentants de l'ITEC dans cette salle, qui est l'école d'ingénieurs qui forme les ingénieurs, notamment du textile. Donc en France, on a un besoin annuel de 3000 salariés, et dans la région c'est à peu près 1000 salariés, c'est-à-dire qu'on embauche 1000 salariés par an dans la filière. Le problème c'est qu'on ne trouve pas ces candidats. Donc bien évidemment, et c'est un vrai enjeu parce que ça a un impact direct sur les entreprises, c'est qu'on n'arrive plus aujourd'hui à honorer les carnets de commandes par manque de personnel. Donc c'est juste dramatique. Donc il faut que les personnes s'intéressent à nouveau à ce qui se passe dans la filière textile avec tous les enjeux dont on vient de parler ce matin, et il y en a plein d'autres. Et on a vraiment besoin de toutes les bonnes compétences, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient moins jeunes, qu'elles viennent du textile, qu'elles ne viennent pas du textile, pour nous rejoindre dans cette filière qui est en plein développement. Super, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Alors, pardonnez-moi, on m'envoie des petits mots, je n'y comprends plus rien du tout. Je ne sais pas ce que tu m'as mis, Franck. Il est où? Ah d'accord, vous lancez les vidéos et il s'exprime. D'accord, il s'exprime sur cette thématique. Ok. Et après, on va aborder l'ameublement et la décoration. D'accord. Donc là, tu as 2 vidéos. Ok. Allez, vous balancez très vite. Hein. Association. Vous achetez le livre vert. J'ai les noms. Et ceux qui font ni l'un ni l'autre, eh bien, on les sort de la salle. Donc, vous avez 2 opportunités. Mais le livre, il n'est pas cher. Hein. Rien du tout. Allez, on balance. Ben voilà, sur ce plateau d'interview, on reçoit Tim Rigal et Tristan Vuillet. Bonjour, alors vous êtes cofondateur de la FIDCOP, donc c'est une association qui regroupe et fédère des marques éco-responsables, des industriels textiles, des ateliers de confection. Enfin, comment vous sélectionnez justement tous ces ateliers Alors nous, aujourd'hui, on aimerait principalement mettre l'accent sur la nouvelle activité qu'on a développée, donc en lien toujours avec un collectif régional, local, qui porte sur la revalorisation des stocks dormants des industriels textiles, donc un peu moins sur les ateliers, mais sur les fabricants, les tisseurs, les tricoteurs, les rubaniers de la région. On a fait une étude au début de cette année qui a montré qu'il y avait plus de 360 000 mètres de textiles qui dormaient dans les entrepôts.
sur à peine 12 industriels. Dans la région, il faut savoir qu'il y en a plus d'une centaine, surtout dans la région Rhône-Alpes. Et donc, souvent, c'était des fins de série, des défauts, des annulations de commandes, des cahiers des charges clients qui n'étaient pas respectés. Pas mal de mauvaises raisons pour lesquelles ces stocks dorment dans les entrepôts. Et donc, on a décidé avec les industriels, de construire une solution pérenne, régionale, qui allait leur permettre de mettre en lumière et de revaloriser ces stocks dormants. Mais comment ça se passe? On vient vous voir ou c'est vous qui allez chercher ces industriels? Tim, peut-être? Alors nous, ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler avec des acteurs du textile régional. Donc en fait, on en connaissait beaucoup de par les visites qu'on a fait. On a pu sillonner la région et les rencontrer dans leurs industries. Donc en fait, le lien s'est fait assez naturellement. Quand on s'est lancé sur le projet, on a mené une étude, comme a dit Tristan, des entretiens individuels, puis un atelier dont on va vous parler pour construire la solution. Et du coup, le lien s'est fait très facilement avec ces industriels. Aujourd'hui, si on a besoin d'aller chercher de nouvelles matières qui ne sont pas illustrées dans notre showroom et sur notre place de marché, on les contacte et on est capable de dire les personnes avec qui on travaille. Donc ça se fait très facilement aujourd'hui. Mais j'ai l'impression, Tristan, que les entreprises sont en demande en fait de recycler et de... La majeure partie des entreprises avec lesquelles nous on traite, on avait identifié 3 enjeux avec eux sur la revalorisation des stocks dormants et de leur chute textile. C'était un enjeu économique, de mieux valoriser économiquement leurs stocks. 2, un enjeu logistique, de faire de la place pour les nouvelles collections. Et puis 3, enfin, de valoriser l'image, leur savoir-faire et puis leur démarche RSE pour ceux qui en ont. Donc vu que c'est un sujet qui est secondaire pour eux, dès qu'on les approche, comme disait Tim, elles sont plutôt accueillantes. Enfin, au moins 2 tiers en tout cas nous disent oui, ça nous intéresse comme solution. Et, donc là, c'est les entreprises qui arrivent, mais après, vous en faites quoi? Vous avez un showroom, c'est ça? Ouais. Donc effectivement, on a un showroom qui se trouve à Lyon 9 où on peut accueillir tous nos clients. On pourra en parler, on a plein de typologies de clients différents. Ils peuvent voir et toucher toutes les matières. Donc on a des Robrax qui permet de mettre en lumière tous les savoir-faire des industriels avec qui on travaille. Et on a aussi une place de marché digitale qui s'appelle shop.fitcop.fr sur lequel vous pouvez trouver un échantillon de nos références. Pour le moment, on a tout ce qui est textile avec des laises qui sont importantes, donc tricot et tissu. Et demain, il y aura aussi toute la rubannerie et la boutonnerie, ce qui n'est pas encore en ligne, mais qui arrivera en 2023. Et c'est des choses que vous pouvez déjà voir si vous venez au showroom. On va se gêner. Allez-y dans ce showroom, bien sûr. En tout cas, shopfit.com, c'est ça le... Voilà, bon, voilà, il a tout dit. Merci en tout cas de venir vous présenter fit.com. Merci beaucoup. Il y avait une deuxième vidéo prévue, ouf, on ne l'a pas. Donc on gagne du temps. On fait une petite pause, on va dans la foulée là. Est-ce que je peux prendre 1 minute, s'il vous plaît? Oui. Oui. Du coup, on parlait du et on parlait du recyclage et de bosser ensemble dans la filière. Au slip français, ça fait 3 ans que je porte un projet qui s'appelle le slip circulaire, qui a pour but de recycler des sous-vêtements en fin de vie. Et la problématique et le verrou technologique qu'on devait lever, c'était que c'est des fibres mélangées. C'est du coton élastane. On a forcément 5% d'élastane. Enfin, forcément, il faudrait qu'on arrive à l'enlever, mais souvent pour le confort, on met 5% d'élastane parce que vous êtes plus confort dans vos sous-vêtements comme ça. Et donc ça fait 3 ans qu'on bosse avec 1083, que vous connaissez sûrement, et Le Mailleux, qui est un de nos confectionneurs et tricoteurs dans le Nord. Et aujourd'hui, on a réussi à faire un fil, on a réussi à faire un tricot. Et on est aujourd'hui lauréat et finaliste des trophées européens de la mode circulaire. Il y a des votes maintenant du public jusqu'au 16 novembre, donc je fais ma petite pub si vous voulez aller voter, parce que du coup c'est 50% des votes pour le public, et on parlait de l'enjeu d'industrialiser ça. Parce qu'aujourd'hui, on sait le faire en petite quantité. L'idée, c'est que si demain, vous voulez le sous-vêtement, le slip circulaire, il faut qu'on arrive à en faire des plus grosses quantités. Et aujourd'hui, on ne trouve pas d'acteurs, on est trop petit pour industrialiser ce processus-là. Donc, si vous voulez aller voter, n'hésitez pas, ça m'aidera pour industrialiser ce process et vous proposer un sous-vêtement recyclé. Moi, j'irai voter quand tu m'auras offert aujourd'hui un slip français. J'ai rien ramené, mais je n'hésiterai pas à t'en envoyer. Bon. Parce que c'est facile, ça. Hein. Bon. Le professeur Chalvin nous impose vraiment 5 minutes de pause, parce qu'après chaque table ronde sont très importantes,
c'est l'ameublement, la décoration, avec 3 intervenants de talent d'Easy Katama et surtout Grit Hotel, c'est-à-dire le groupe Accor. Allez, 5 minutes de pause, hein, et puis on revient tout de suite.